Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue en direct de la Cité numérique à Bègles, au cœur de Bordeaux Métropole, pour la 3e édition d'Aginum. Je suis ravie de vous retrouver pour cette 3e université d'été dédiée à l'inclusion numérique, pour partager avec vous les actualités, aller à la rencontre des acteurs de notre territoire, découvrir les actions qu'ils portent chaque jour à Bordeaux Métropole. Et pour commencer, nous tenons à remercier l'ensemble des partenaires qui nous ont aidés à produire ces 2 journées. L'Agence nationale de la cohésion des territoires qui a labellisé Aginum numérique en commun pour la 2e année. Merci à la Cité numérique, Covivio, Wellio, Microsoft Labs, OnePoint, la French Tech, Bordeaux, Axis et ADO pour leur accueil et tout leur soutien dans l'organisation de ces journées. Et enfin, merci à toute l'équipe qui travaille depuis plusieurs mois pour vous proposer ces journées, ces contenus web et toutes les diffusions et rediffusions à venir. J'en profite pour vous rappeler que toutes les séquences publiques d'Aginum, les fenêtres d'aujourd'hui et demain à 12h45, les passerelles qui sont nos tables rondes animées par Géraldine Rabier ce soir à 19h et demain à 14h30, mais aussi les captures, votre rendez-vous de restitution des ateliers de travail qui se tiendra demain à 16h. Toutes ces séquences seront disponibles en direct ici même et puis en rediffusion sur la plateforme Aginum et sur la chaîne YouTube de Bordeaux Métropole. Au sommaire des fenêtres Aginum aujourd'hui, nous plongerons dans le grand bain directement avec notre partenaire du jour, Pierre-Louis Roll, directeur des programmes Société numérique à l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Je partagerai ensuite quelques actualités en bref. Ensuite, ce sera la séquence Acteurs du territoire qui nous amènera sur le terrain avec 2 reportages et 2 invités. La séquence des conseillers numériques France Service, ensuite la chronique Bordeaux Métropole, avant de mettre en lumière l'entreprise du jour. Nous sommes le jeudi 26 août 2021, vous avez le sommaire, alors on ouvre les fenêtres, c'est parti. J'ai l'honneur d'accueillir Pierre-Louis Roll, qui est directeur des programmes numérique à la NCT. Bonjour Pierre-Louis. Merci beaucoup d'avoir fait le voyage depuis Paris. On est ravis de vous retrouver. Les ambitions du volet inclusion numérique du plan de relance ont été annoncées en novembre dernier. Et vous allez pouvoir nous en donner un état d'avancement. Tout à fait. Alors déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravi de pouvoir être à Bordeaux, cette fois-ci en présence et plus en visio comme l'année dernière. Donc effectivement, le gouvernement avait annoncé 250 millions d'euros d'investissement pour l'inclusion numérique lors de l'édition nationale, cette fois-ci de Numérique en commun à Lyon l'année dernière. Qui est un investissement historique pour le secteur avec un engagement de l'État qui n'avait jamais alors été à ce niveau-là. Presque un an plus tard, on a eu un rythme de mise en œuvre très rapide, comme tous les volets du plan de relance. Pour rappel, la mesure principale était le recrutement de 4000 conseillers numériques France Service sur tout le territoire pour accompagner les personnes en difficulté face au numérique dans tous les aspects du numérique du quotidien. On est bien dans une logique de montée en compétences, d'éducation populaire face au numérique à travers ce dispositif-là. Aujourd'hui, on en est à 3500 postes en cours de recrutement de conseillers numériques, dont 1500 qui sont recrutés, presque 700 qui sont en formation. On en a presque 70 qui sont là sur le terrain qui accompagnent les personnes, sachant que le parti pris était que chacun puisse bénéficier d'une formation de jusqu'à 3 mois avec un vrai titre professionnel, avec ensuite une logique d'accompagnement de réseau national avec un outillage en propre. Donc là, les outils des conseillers numériques ont été livrés avec une plateforme de travail, avec des outils collaboratifs, avec des ressources. On va continuer de développer ces outils pour les conseillers numériques sur tout le terrain. Alors, il y en a 79 en Gironde et Gilles reviendra tout à l'heure sur la situation locale. Mais là, on a réussi ce pari-là de déployer les conseillers numériques et de les faire arriver sur le terrain.
au-delà des conseils numériques, c'est aussi toute une logique de structuration de la filière. On a lancé des partenariats pour la formation professionnelle avec l'Union nationale des centres communaux d'action sociale, avec Uniformation, l'opérateur de compétences pour la formation professionnelle de tous les travailleurs sociaux, associatifs du secteur privé, avec cette logique-là, voilà, d'avoir un impact au global sur tous les médiateurs numériques. Et également un AIMI qui a été lancé juste avant le départ en vacances pour soutenir jusqu'à 6,5 millions d'euros l'outillage, qu'il soit pédagogique, qu'il soit technique, qu'il soit matériel de ces médiateurs numériques, et également d'agir sur la montée en gamme des lieux avec un concours de design qui a été lancé pour concevoir à la fois des espaces mobiliers, physiques pour des lieux, mais aussi mobiles pour faciliter le travail au quotidien à la fois des médiateurs mais aussi des conseillers numériques. Et donc là aussi, dès le mois prochain, on va permettre aux collectivités d'acquérir ce mobilier-là dans une logique de fabrication distribuée en lien avec les makers, en lien avec les tiers-lieux. Et enfin, c'est aussi Aidant Connect qui se déploie pour faciliter, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que beaucoup de nos concitoyens ont des difficultés à accéder à leurs droits du fait de la dématérialisation, et c'est cet outil qui va permettre de sécuriser juridiquement la réalisation d'une démarche administrative à la place d'un tiers. Et là, on a 20 000 aidants qui sont visés à être formés. Là, on en a un peu plus de 3 000 qui sont en train d'être habilités et formés déjà sur tout le territoire. Donc le plan de relance se déploie bien, et ça, on n'y arriverait pas sans tout le concours de toutes les collectivités territoriales qui sont en première ligne pour mettre en œuvre ces différentes mesures. Merci beaucoup, et on va revenir évidemment sur tous ces dispositifs aujourd'hui et demain à l'occasion de cet Aginum qui est labellisé numérique en commun grâce à vous. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi cette démarche est utile? C'est une démarche comme ça sur l'ensemble du territoire national, d'avoir des numériques en commun pour une démarche collaborative, c'est nécessaire? Oui, tout à fait. L'idée, c'est vraiment le mot collaboratif, de pas simplement organiser des événements pour se retrouver, mais aussi pour travailler, pour créer des pistes de collaboration sur le long terme. Donc il y a un événement national, je disais tout à l'heure qu'on a fait les annonces ministérielles lors d'un événement national, mais là on a une vingtaine d'événements locaux sur tout le territoire qui auront lieu jusqu'en juillet prochain, avec cette idée d'avoir un lieu où on va pouvoir se faire rencontrer toutes les parties prenantes de l'inclusion numérique, à la fois les historiques du secteur, mais aussi les acteurs de l'innovation, les acteurs de l'action sociale, les collectivités territoriales, et créer une communauté professionnelle et vraiment créer ces ponts locaux-là. Donc il y a aussi tout un dispositif d'accompagnement par une équipe de sociologues et de journalistes qui assistent à chacun des événements pour créer aussi un corpus délivrable et garder le lien tout au long de l'année. Donc c'est vraiment quelque chose de structurant qu'on essaye de faire, qui reste aux mains des acteurs. Voilà, on labellise, on apporte des moyens, et ensuite chacun fait sa programmation, et on essaye de sédimenter comme ça tout au long de l'année et d'apprendre collectivement de ce qui se fait. Merci beaucoup. On est ravis que Aginum soit un peu l'événement de lancement de la rentrée d'ENEC. Merci beaucoup, Merci Pierre-Louis. Je vous souhaite un excellent Aginum, et c'est parti pour la suite. Et la première brève, c'est un outil pratique. Vous connaissez probablement le guide du routard. Alors, le guide des lieux ressources, c'est pareil pour les intervenants sociaux de notre territoire. C'est un peu le guide du routard pour les intervenants sociaux du territoire. Il a été conçu pour permettre aux professionnels de l'action sociale d'identifier les acteurs de l'inclusion numérique du territoire et pouvoir adresser leurs ayants droit aux structures qui proposent un accompagnement numérique. L'édition 2020, que vous voyez à l'écran, je pense, ça couvre l'ensemble du territoire des 28 communes de Bordeaux Métropole. Il est disponible en 3 formats. J'en avais un, mais je n'ai plus le guide physique, qui est un très bel objet, je précise. Il existe aussi en version téléchargeable en ligne et en open data sur l'atelier Open Data de Bordeaux Métropole. J'ai un petit problème de prompteur, d'où ma lecture. Il a été conçu donc, pour permettre aux professionnels de l'action sociale d'identifier les acteurs de l'inclusion numérique du territoire. Et ce sont des informations que l'on retrouve dedans qui sont strictement déclaratives et proposées directement par les organismes.
Vous trouverez dans ce document, pour chaque lieu, une fiche d'identité, des informations pratiques sur le public accueilli et les conditions d'accès. Et le second volet précise les actions d'accompagnement qui sont déclinées sous 4 thématiques. Découvrir les usages de base, s'insérer professionnellement, faire ses démarches en ligne, créer avec le numérique. Pour chacun de ces sujets, des déclinaisons sur les apprentissages pratiques ont été évalués de 1 à 3 étoiles. Et les prochaines mises à jour incluront les actions des conseillers numériques France Service qui sont déployés sur notre territoire dont nous venons de parler. Sans transition, je passe à la seconde brève du jour qui est Connexio. Connexio, depuis 2016, est une association et un organisme de formation agréé qui propose des formations gratuites au numérique à destination des publics en situation de précarité dans une optique d'insertion socio-professionnelle. Depuis avril dernier, Connexio met à disposition son programme d'alphabétisation numérique Digital sur la métropole bordelaise. Et la vidéo qui suit nous montre en pratique les bénéfices de cette formation. Notre vision, c'est de favoriser un monde où tout le monde est inclus dans la digitalisation de la société. La mission de Connexio est de former les publics les plus vulnérables aux compétences numériques, des plus basiques aux plus avancées, afin de faciliter leur insertion socio-professionnelle. Il y a 13 millions de Français qui sont exclus du numérique. La valeur ajoutée de Connexio, c'est une approche pédagogique sur mesure, une pluralité de parcours de formation qui répondent aux besoins des compétences techniques et relationnelles de nos apprenants. Je suis réfugié actuellement ici. Avant Connexio, bon, je ne connaissais rien en informatique en fait. Parce qu'aujourd'hui, on est au XXIe siècle, tu vois. Parce que surtout en Europe ici, toutes les choses sont vraiment numérisées, quoi. Et là, je suis vraiment à l'aise devant un ordinateur. Si j'ai envie de faire un CV, si j'ai envie vraiment m'envoyer des mails, j'ai besoin de personnes. Je suis devenu autonome en fait. Grâce à la formation, après, j'ai un projet de boutique en ligne en fait. Je voulais créer un site, essayer de vendre un peu des articles. Plus que jamais, notre mission est importante aujourd'hui. 90% des emplois en Europe qui nécessitent au minimum les compétences numériques de base. Aujourd'hui, Connexio, on travaille à l'intersection de plusieurs écosystèmes, donc tous nos partenaires associatifs, tous nos partenaires entreprises qui nous soutiennent dans nos parcours et aussi qui recrutent nos apprenants, et bien sûr aussi nos partenaires publics. Connexio est intervenu sur plusieurs types de formations. Des formations qui concernent des métiers bancaires, pour apprendre à utiliser certains logiciels spécifiques de ces métiers. Sur des formations aussi pour des métiers de bouche ou des métiers de logistique, où on va avoir besoin aussi de maîtriser certains logiciels informatiques. Aujourd'hui, c'est indispensable d'avoir ces connaissances en numérique pour parfaitement s'intégrer en entreprise. À compter de septembre 2021, l'équipe accueillera 3 conseillers du numérique et 2 volontaires en service civique, donc de quoi développer et augmenter leur capacité d'accueil pour répondre à tous les besoins grandissants. Partons sur les chemins de la métropole à bicyclette avec le PIMS de Bordeaux et son triporteur numérique. Pour présenter le projet du triporteur, donc ça a été un travail qui a été mené en commun avec les 2 structures, donc Bordeaux Métropole Médiation et le PIMS de Bordeaux. Dans l'idée qu'il y avait une structure PIMS sur Bordeaux, mais que le territoire était très grand. Et en mutualisant nos compétences respectives, en fait, sortir de nos murs pour pouvoir aller faire exactement la même chose auprès des gens et notamment pour repérer les fameuses personnes invisibles. Donc dans les missions du triporteur, c'est présence active de proximité. Donc c'est ça, c'est être au plus près en fait des gens. L'accès aux droits et l'autonomisation et essayer aussi de la réorientation en fait surtout vers des structures notamment pour lutter contre la fracture numérique. Bordeaux Métropole Médiation, dans nos missions, on s'occupe de gestion de conflits de voisinage, on fait de l'orientation, on fait de la mobilisation de public, on fait de la veille technique, de la veille sociale, on fait de l'accès aux droits. Puis en fait l'idée c'est de rendre visibles les invisibles. On travaille aussi avec le PIMS, oui, là, en l'occurrence nos actions communes de celle-là, mais on partage aussi les mêmes locaux.
puisque le bureau se trouve au même endroit, au 213 bis, cours de la Marne. On est labellisé France Service depuis le mois d'avril dernier, donc ce qui ouvre en plus des champs de compétences différents et notamment on peut gérer tout ce qui est impôts, etc. Et donc l'accompagnement des gens, mais ça peut aller d'un accompagnement de carte grise en fait, d'une personne qui vient d'acheter une voiture et qui a besoin de refaire faire la carte grise, à la déclaration d'impôts, où les gens ont reçu des messages comme quoi ils devaient déclarer leurs impôts, mais finalement ils n'ont jamais reçu le papier. Donc il a fallu les informer que c'était dématérialisé, etc. et les accompagner dans ces changements-là. Et ça va aussi de la simple création d'une boîte mail parce que la boîte mail, c'est la porte ouverte à plein de choses. Vous pourrez retrouver toutes les dates des sorties du triporteur sur les 2 pages Facebook, celle du PIMS Médiation Bordeaux et celle du triporteur connecté. Nous sommes ici au PIMS Médiation Bordeaux où le triporteur est stocké entre guillemets. Les médiateurs partent de notre siège social pour amener le triporteur sur un des quartiers prioritaires de la ville de Bordeaux ou sur Bègle. Cet outil nous permet donc de faciliter l'accès aux droits des personnes que l'on rencontre. Il nous permet de faire des démarches numériques en direct pour rendre service par exemple à une personne qui a cassé son téléphone, qui doit se réactualiser sur Pôle emploi et qui ne peut pas le faire. On peut le faire à sa place en direct pour lui. Et donc cet outil, on a maintenant 1 année d'expérience derrière nous. On se rend compte qu'il a atteint les objectifs qu'on s'était fixés. Et donc il y aura un 2e triporteur électrique connecté qui se déplacera dans les quartiers prioritaires de la ville de Bordeaux, mais les quartiers nord, les Aubiers, le Grand Parc et Bordeaux-Lac dès la rentrée prochaine. J'ai le plaisir d'accueillir à présent à mes côtés Philippe Métayer, délégué général de la French Tech Bordeaux. Bonjour Philippe, que pouvez-vous nous dire du rôle de la French Tech, vos missions, vos enjeux en quelques mots et surtout la question qui nous brûle les lèvres, qu'est-ce que vous faites en rapport avec l'inclusion numérique ? Alors en quelques mots, la French Tech, c'est d'abord un label qui a été créé et attribué par l'État et en fait ce label est attribué à des écosystèmes et à des territoires. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce label existe depuis 2014 et cette attribution se fait avec différents niveaux de label et Bordeaux est labellisé Capital French Tech. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Si je dois le dire en une phrase, on fait gagner du temps aux entrepreneurs. On fait en sorte que les entrepreneurs puissent développer, créer des emplois, puissent innover et puissent faire en sorte qu'ils créent de la valeur globalement, que ce soit au sein de l'entreprise, au sein de l'emploi, ou faire en sorte de développer leurs produits, leurs services innovants, bien sûr en local, en France, en Europe, à l'international. La French Tech, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est portée par une association, l'association French Tech Bordeaux, tout simplement, avec 3 membres fondateurs que sont Bordeaux Métropole, la région Nouvelle-Aquitaine et la CCI Bordeaux-Gironde. Mais elle a, et c'est important, à son board, une majorité d'entrepreneurs, ce qui permet de répondre d'entrepreneur à entrepreneur avec les collectivités et institutions à des problématiques d'entrepreneurs pour faire en sorte qu'on puisse accélérer sur tous ces sujets liés à l'entrepreneuriat globalement. Il y a 3 grandes priorités. La première, c'est aider les entreprises et les startups à recruter, parce que c'est un problème absolument majeur, vraiment une très grande difficulté sur de nombreux métiers de la tech et pas forcément uniquement les développeurs. La deuxième objectif, c'est faire en sorte qu'on puisse aider les entreprises à se développer par l'accès à du financement, par l'internationalisation, par l'accès à la commande publique, par exemple. Et la troisième action, évidemment, est très importante, c'est faire en sorte qu'on puisse répondre à tous les enjeux sociétaux, environnementaux, à faire en sorte que cette tech ait encore plus de sens et bien sûr qu'elle agisse sur la question du jour qui est liée à l'inclusion numérique. Très bien, merci beaucoup Philippe. Au cœur de votre actualité, je crois qu'il y a le programme French Tech Tremplin. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors oui, en fait, les capitales French Tech, comme Bordeaux, déploient sur le territoire un certain nombre de programmes. Et un des programmes que l'on déploie, c'est le programme French Tech Tremplin. L'objectif pour nous, c'est de le déployer non seulement à Bordeaux, mais également sur l'ensemble des 28 villes de la métropole et également sur l'ensemble du territoire régional de la région Nouvelle-Aquitaine et de proposer en fait à des porteurs de projets qui sont issus des quartiers prioritaires de la ville, issus des zones de revitalisation rurale, qui ont un handicap,
qui ont le statut de réfugiés, qui bénéficient des minima sociaux, du RSA, de s'adresser à ces porteurs de projets qui ont peut-être un projet peu ou très avancé, mais de façon à leur apporter des réponses concrètes, à les accompagner pour qu'ils puissent avancer dans leur projet et peut-être au final soit créer une entreprise, soit créer une start-up, soit tout simplement se dire le projet entrepreneurial que j'avais, finalement, il ne correspond pas à ce que je veux faire. Le marché n'est pas en adéquation parfaite avec ce que j'ai envie de développer. Et donc peut-être revenir à une activité de salarié, mais au moins apporter une réponse, parce qu'il n'y a rien de pire qu'on soit en tant que citoyen ou en tant que presque entrepreneur ou complètement entrepreneur, c'est de ne pas avoir de réponse par rapport à un projet. Donc le programme French Tech Tremplin, l'objectif c'est d'accompagner ces porteurs de projets sur tout le territoire métropolitain et régional. Et les candidatures sont à adresser avant le 15 septembre. Je vous incite à aller voir sur le site de la French Tech Bordeaux. Et c'est des candidatures qui s'adressent à tout au niveau national et au niveau régional. Donc c'est porté par la French Tech Bordeaux. Donc c'est vraiment un programme qui a tout son sens et auquel on tient particulièrement, parce qu'il permet de faire en sorte de donner accès à toutes et tous à l'entrepreneuriat. Et j'ai envie de dire, on veut donner accès à toutes et tous à tellement de choses qu'on le fait avec des actions sur, bien sûr, l'informatique avec Emmaüs Connect, sur le mécénat de compétences avec Pro Bono, une association avec laquelle on travaille. Mais ce programme French Tech Tremplin, c'est vraiment le cœur de notre actualité et on y tient et on espère qu'on va avoir de nombreux candidats pour faire partie de cette nouvelle promotion French Tech Tremplin. Merci beaucoup Philippe Métayer, le message est passé. 15 septembre pour les candidatures, merci beaucoup. Le monde associatif de notre territoire est décidément bouillonnant et nous retrouvons tout de suite Gaëlle Laruelle, fondatrice passionnante de l'atelier graphite qui a répondu à quelques questions pour nous. Au départ, nous sommes une association d'écrivains publics, juristes, à laquelle se sont ajoutées 2 spécialités. Nous sommes devenus écrivains publics numériques, puisque les démarches se dématérialisent, et nous avons augmenté notre capacité d'action grâce à notre collègue dernièrement arrivé qui est spécialiste français langue étrangère. Donc l'objet est de permettre l'accès aux droits des personnes les plus exclues à la fois du français et du numérique. Les publics sont orientés par les partenaires prescripteurs, donc ce sont traditionnellement les associations, les services sociaux, tout le champ social, les maisons de justice, qui nous adressent des publics qui rencontrent une difficulté particulière dans l'accès à leurs droits. Et donc, nous avons pour cela plus d'une vingtaine de lieux d'accueil, le plus souvent en quartier prioritaire, pour accueillir les personnes au plus près de leur domicile. Oui, il a changé surtout dans l'accueil que l'on doit faire aux usagers. Nous, la dématérialisation, on a toujours pratiqué à l'interne pour la gestion de l'association, mais on a un nouveau public qui jusque-là s'en sortait avec les démarches et qui bute complètement et qui ont besoin d'une aide pour l'accès aux démarches qui se dématérialisent et dont certaines sont obligatoirement réalisables sur Internet. Donc la dématérialisation est un frein encore très important. Ces derniers mois, nous avons beaucoup travaillé pour ouvrir des permanences à des publics qui jusque-là n'étaient pas destinataires de nos services. Donc nous venons d'ouvrir une permanence au service d'aide à la sortie à la prison à Gradignan et donc nous pouvons recevoir en permanence les détenus libérables. Mais ce n'est pas tout. Nous avons ouvert des permanences numériques pour les jeunes de la mission locale pour qu'ils accèdent à leurs démarches depuis leur smartphone et nous sommes en train de développer des projets pour aider les personnes âgées à faire leur demande de retraite en ligne, mais aussi des modules pour que les personnes en situation de réfugiés puissent accéder à leurs démarches en ligne sur smartphone, toujours. Nous avons de nombreux projets qui vont se concrétiser dès le mois d'octobre par un déménagement. Nous avons eu la chance de trouver une maison et nous allons pouvoir y proposer
des formations, il y aura une salle de formation qui va nous permettre de développer ce projet qui est en souffrance depuis plus d'1 an, alphanumérique, ou parler numérique sans savoir lire. Et nous reprendrons les NUMAVOU qui consistent à établir des groupes de parole des acteurs du champ social autour des problématiques numériques. Et pour cela, nous avons l'intention d'organiser des pique-niques de travail. Ils arrivent, ils sont même là pour certains, mais savez-vous qui ils sont vraiment? Nous avons demandé à Caroline Cailleux, présidente de l'ANCT, de nous en dire plus. Le développement des nouvelles technologies, des nouvelles formes de travail, mais aussi la crise sanitaire et le confinement successif ont souligné l'importance capitale de l'accès au numérique pour tous et sur l'ensemble du territoire. C'est pourquoi l'État mobilise, dans le cadre du plan de relance, 250 millions d'euros afin de rapprocher le numérique du quotidien des Français qui en sont les plus éloignés. L'Agence nationale de la cohésion des territoires est chargée par le gouvernement, en lien avec les collectivités territoriales, mais aussi avec les entreprises et les associations de l'économie sociale et solidaire, de former et de déployer 4000 conseillers numériques partout en France. Ces conseillers numériques accompagneront plus de 13 millions de Français aux différents usages des outils numériques comme la gestion des mails, la réalisation de démarches administratives en ligne ou la protection des données personnelles. Je me réjouis de l'engouement que suscitent ces formidables projets d'inclusion numérique, puisqu'à ce jour, plus de 3000 structures sont inscrites et nous avons reçu plus de 20 000 candidatures et près de 2000 personnes sont déjà en cours de recrutement. L'État finance à hauteur de 50 000 euros par poste sur 24 mois et les conseillers numériques bénéficieront également d'une formation prise en charge à 100%, personnalisée et certifiante pour élargir leurs opportunités professionnelles. Avec ce projet ambitieux, l'ANCT mobilise toutes ses compétences et son savoir-faire pour permettre aux collectivités et à leurs habitants un meilleur accès au numérique, facteur indispensable de cohésion et d'attractivité pour nos territoires. Avec nous pour éclairer et compléter ces éléments sur le dispositif, Gilles Massini, chargé de mission solidarité numérique à Bordeaux Métropole, et Perrine Ferré, responsable campus Nouvelle-Aquitaine chez Simplon. Merci de nous avoir rejoints pour évoquer l'arrivée des conseillers numériques sur notre territoire. Je commence par vous, Gilles. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les conseillers numériques France Service et pour un petit peu pour compléter cette vidéo, pour commencer? Oui, je vais vous faire un rapide, je ne sais pas si on m'entend. Ça a l'air d'être bon. Je vais vous faire un rapide retour sur où nous en sommes à la métropole sur les conseillers numériques. Mais je voudrais tout d'abord me faire le porte-parole de toute la communauté métropolitaine de l'inclusion numérique pour remercier en fait Cédric, le secrétaire d'État et la NCT d'avoir mis en place ce dispositif que nous attendions depuis longtemps parce qu'il répond à un véritable besoin du territoire. On a mis en place depuis plusieurs années un groupe numérique inclusif, c'est un genre de think tank local qui réunit 46 structures publiques et parapubliques et 40 structures associatives et assimilées, avec 150-160 personnes maintenant qui y participent. Et effectivement, c'est pour nous une source importante d'informations et de remontée de terrain sur les besoins et sur ce qui se passe réellement sur le territoire. Nous avons aussi une formation que nous avons appelée formation Sésame qui a formé presque 500 personnes, 500 acteurs sociaux et bénévoles de l'action sociale qui nous remontaient depuis des années les mêmes problématiques de médiation numérique et de besoin de médiation numérique. C'est pour ça que dès l'annonce en fait de la MI et avec le concours de Bordeaux Métropole, il y a 21 communes sur nos 28 communes qui ont postulé en fait pour avoir un ou plusieurs conseillers numériques. Et à ce jour, après les 2 premières vagues en fait, d'attribution, il y a 22
conseillers numériques dans les communes qui sont affectés sur la métropole bordelaise, plus, grâce à une AMI qui leur a été spécialement consacrée, 24 associations. Ce qui fait qu'en fait, nous aurons, parce que nous ne les avons pas encore totalement, même si une grande partie a été déjà recrutée et une autre partie est en formation, nous aurons 46 conseillers numériques qui vont faire évidemment un travail de fond extrêmement important auprès de nos citoyens. Et nous avons certainement une troisième vague, avec peut-être l'espoir d'avoir arrivé à gratter quelques conseillers numériques supplémentaires qui permettraient de conforter en fait le dispositif. Alors comme tout projet de cette ampleur, qui concerne de nombreuses structures, il est important de mettre en place une coordination locale. Et donc, nous aurons des personnes, et en particulier, on pense une coordinatrice à temps partiel qui va pouvoir intervenir sur le territoire et qui va permettre d'aiguiller les différentes structures sur un certain nombre d'actions, comme par exemple de combler les trous. Il y a des communes qui n'ont pas eu de conseiller numérique et donc il est important aussi de les pourvoir et d'essayer de faire pour qu'elles puissent avoir le service rendu le plus rapidement possible et de meilleure qualité. Mailler le territoire, au-delà de ce que les structures ont déjà proposé et ce qu'ils ont dans la tête, et d'intégrer aussi les conseillers numériques dans un schéma territorial qu'on est en train d'élaborer avec les 28 communes de notre métropole. Ce qui est important aussi, je pense, ça sera dans la durée de suivre en fait le travail des conseillers numériques pour les soutenir, les pousser, leur remonter le moral s'il y a besoin, leur donner de nouvelles idées, les animer, etc. Et de créer avec eux aussi et avec les acteurs locaux du monde associatif, du monde des opérateurs de services publics, du monde privé, une dynamique territoriale qu'on est en train d'essayer de promouvoir. Voilà, on part pas vraiment d'une feuille blanche, même pas du tout, puisqu'en fait on a déjà un certain nombre d'actions qui ont été entamées et qui concernent en fait les lieux ressources. On a fait un guide des lieux ressources, on a fait un panorama métropolitain qui nous a donné une première image des besoins. On a ce groupe numérique inclusif là, de 90 structures qui parlent ensemble de manière bimensuelle. Et puis, évidemment, cette manifestation Aginum qui est aussi, quelque part, pour nous, l'occasion de bilanter notre action et de nous donner des perspectives d'avenir. Voilà, je vais redonner la parole à Sophie. Merci beaucoup, Gilles, pour tous ces éclairages, tous ces compléments d'information. Je me retourne maintenant vers vous, Perrine. Perrine Ferré, donc, chez Simplon. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la formation que vous proposez pour les conseillers numériques France Service et notamment la durée et les contenus en fait, de ces formations? Oui, bien sûr. Il me semble tout d'abord important de rappeler qui on est. On est un acteur de l'économie sociale et solidaire, donc on est un organisme de formation aux métiers techniques du numérique. On travaille depuis 8 ans à l'intégration et à la reconversion de profils à ces métiers techniques du numérique. L'idée, donc, c'est de former les conseillers numériques sur 18 semaines, puisqu'on a remporté l'appel d'offres avec l'AFPA auprès de l'ANCT pour former ces conseillers numériques à ce métier-là. Nouveau métier, qui dit nouveau métier, dit nouvelles compétences. On travaille vraiment et sur le pan social et sur le pan numérique. D'abord par la compréhension du besoin des bénéficiaires. Donc l'objectif pour le conseiller numérique en poste, c'est de pouvoir aller vers le bénéficiaire, comprendre quelle est sa problématique, qui peut être d'ordre simplement compréhension de l'outil pur, mais qui peut être aussi incompréhension quant à la formation qu'il veut effectuer. Donc on est vraiment sur différents pans de formation. On les prépare et au PIX, et à la première certification du titre professionnel responsable de médiation numérique. Mais notre objectif principal, c'est vraiment de travailler en corrélation avec les structures d'accueil pour pouvoir être au plus près des besoins de ces structures-là. On est vraiment en lien permanent puisque ce programme en alternance est co-construit avec ces structures-là. Donc voilà, au bout de ces 18 semaines, ils passent ces 2 certifications et ils sont pleinement en poste pour 2 ans, soit en CDD, soit en CDI dans les structures du territoire. Parfait. Merci beaucoup, Perrine Ferré. Merci beaucoup, Gilles Massini, pour ces informations. La suite. Pour
démarrer cette chronique, je vous propose une immersion à l'espace Sésame de médiation numérique de Bordeaux Métropole. Ici dans l'espace Sésame, l'espace de médiation numérique de Bordeaux Métropole, où nous accueillons les personnes qui veulent apprendre, se former, se perfectionner, utiliser des outils numériques. Nous accueillons toutes les personnes de Bordeaux ou hors Bordeaux qui sont en possession d'une carte de bibliothèque de la ville de Bordeaux, bibliothèque ou médiathèque, carte en cours de validité. Ces personnes peuvent prendre rendez-vous, ce sont des rendez-vous d'1h30 par jour, et pendant cette heure et demie de rendez-vous, la personne utilise le matériel que nous mettons à disposition et bénéficie de mon aide pour toute question concernant les logiciels, les applications, puisque nous pouvons aussi intervenir sur des téléphones portables et sur des ordinateurs personnels. Vous avez ici une personne qui a son ordinateur portable, qui a quelques difficultés et que je vais pouvoir aider. Nous avons aussi à disposition 2 postes en libre service pour les gens qui n'ont pas obligatoirement la carte bibliothèque. Ces postes sont disponibles un quart d'heure, une demi-heure pour les personnes qui passent, qui ont envie de lire leur mail ou pourquoi pas d'imprimer un billet de train par exemple. Nous sommes ouverts du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h et le vendredi de 9h à 12h30. Nous retrouvons Place Saint-Michel également, le centre de formation numérique à travers un second reportage. Bienvenue au centre de ressources de la solidarité numérique de Bordeaux Métropole. La principale activité de ce centre de ressources, c'est de proposer une formation pour les professionnels de l'action sociale. L'idée est de leur proposer un bagage numérique minimum et cette formation est proposée gratuitement à tous les acteurs du territoire. La formation qui est proposée aux acteurs sociaux aujourd'hui, alors le principe des acteurs sociaux chez nous, ce sont des professionnels, mais pas que, il peut y avoir des bénévoles, en fait ce sont tous les aidants du territoire qui accompagnent les familles et les individuels sur toutes les questions liées au numérique, aux difficultés d'accès aux droits. Cette formation, elle est de 30 heures, elle se passe principalement sur une semaine, du lundi au vendredi. Et elle propose 7 modules. Et à l'intérieur de ces 7 modules, en fait, moi j'anime tout particulièrement toute la partie technique, informatique, ainsi que la partie accès mobile. On essaie de fournir une boîte à outils idéale de tout ce qu'on peut avoir dans le monde numérique aujourd'hui pour pouvoir accompagner simplement les acteurs. Pour vous inscrire, il suffit de m'envoyer un mail. On organise des sessions tout au long de l'année. Il y a un agenda qui est prévu. Donc là, jusqu'à fin décembre, vous avez des sessions et je vous enverrai l'agenda si vous me contactez. À l'issue de la formation, on propose à toutes les personnes un service après-vente où ils peuvent revenir vers moi pour poser des questions sur des problèmes techniques, des difficultés qu'ils ont rencontrés ou des projets qu'ils peuvent avoir au sein de leur structure. Et je peux leur apporter cette aide, ainsi qu'un accompagnement autour des droits sociaux. Et à ce moment-là, je vais rediriger vers Gaël Laruelle, qui s'occupe de l'atelier graphite. Nous avons également la possibilité d'accompagner les structures pour être facilitateurs au niveau de l'équipement de matériel. Et nous avons la possibilité également de mettre en synergie tous les acteurs du territoire. D'ailleurs, nous avons sorti un guide numérique pour tous pour permettre à tous les acteurs de retrouver tous les services proposés autour de la métropole. La formation Solidarité numérique, c'est une 60aine de sessions depuis 2017. C'est près de 400 personnes qui ont été formées et accompagnées pour 16 communes de la métropole et 92 associations. Donc ça représente près de 12 000 heures de formation. Donc c'est vraiment extrêmement positif, les gens sont ravis, on a des appréciations fantastiques avec des notes sur 20 de 19,6 de satisfaction. Voilà, et on espère évidemment consolider ces formations et proposer à l'ensemble des acteurs du territoire ce produit-là. Dans cette formation, tout d'abord, il y a effectivement la création du parcours que nous avons mené avec la mairie de Bordeaux et Bordeaux Métropole, avec cette nécessité de monter en compétence les acteurs sociaux. Le parcours de formation donc, a 7 modules. Les 2 premiers modules concernent d'une part l'acculturation numérique. De quoi parle-t-on ? Il est nécessaire de brosser un tableau le plus complet, le plus transverse possible
des enjeux, des risques, des chances, des opportunités. Le numérique n'est ni le paradis, ni les enfers. C'est un outil et nous sommes responsables de ce que nous en faisons. Et le deuxième module, c'est effectivement la pédagogie. Comment on transmet? Quels sont les fondamentaux à respecter pour que ça se passe bien? Et ça, c'est le début de la semaine. Le troisième module, qui est animé par Julie et moi, comporte 3 volets. Le premier, c'est écrivain public numérique. Donc, quel est ce métier? Comment est-ce qu'il est réglementé? Quelle est la responsabilité que j'engage en le pratiquant? C'est le premier module. Le deuxième, c'est les administrations en ligne. Donc, ce sont des échanges de pratiques que l'on fait avec les différents stagiaires qui parlent de leur métier. Et donc, on axe nos formations sur ce qui manque à leur pratique. On va insister sur un site plutôt qu'un autre, ou étudier un champ, l'accès au logement, l'accès à l'emploi, la retraite, la sécurité sociale. Donc, chaque module est construit en fonction des attentes des participants. C'est vraiment une spécialité qui est proposée aux stagiaires, c'est l'accueil spécifique des publics en situation d'illettrisme. Donc on voit le nombre de personnes qui est dans l'incapacité d'écrire et on essaie d'y répondre au mieux en appliquant des méthodes qui leur sont le mieux adaptées. Le troisième module, c'est une initiation à l'informatique avec toutes les notions de sécurité, de protection des données, comment j'entretiens ma machine pour l'utiliser dans de très bonnes conditions. Le quatrième module que j'anime également, ce sont la boîte à outils sur les appareils mobiles, téléphones et tablettes. L'idée, c'est d'essayer de constituer un panel d'outils indispensables pour pouvoir mieux accompagner le public. On poursuit cette chronique Bordeaux Métropole avec vous, Anna Lebé. Bonjour, vous êtes chef de projet inclusion numérique et après le reportage sur Sésame, vous allez nous parler de Aladdin, gros brainstorming à la métropole. Ce projet concerne la montée en compétences des publics précaires sur les outils numériques de base dans le cadre du plan de lutte contre la pauvreté. Exactement. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste le projet ? Oui, alors vous l'avez dit, le projet Aladdin, c'est d'abord un programme de médiation numérique à destination des personnes les plus fragiles. C'est un programme donc centré sur l'apprentissage des notions du mail, la messagerie numérique, de l'identité et de la sécurité en ligne. Parce qu'on le sait, ces notions, elles sont indispensables en fait dans la majorité des démarches en ligne aujourd'hui et des usages numériques en général. Un mail, la logique identifiant mot de passe, on le retrouve partout. Et donner les clés sur ces notions, c'est aussi donner les clés en fait vers une plus grande autonomie des personnes. Ensuite, le projet Aladdin, c'est aussi un projet qui va mettre en dynamique les acteurs locaux du territoire, les travailleurs sociaux, les acteurs de médiation numérique, les structures sociales d'accompagnement qui, ensemble et autour du projet Aladdin, vont former un véritable écosystème, un véritable réseau dans cet objectif donc, de monter en compétence des publics les plus fragiles. Donc, en pratique, ce projet Aladdin, vous l'avez dit, il est porté donc par Bordeaux Métropole et la préfecture dans le cadre de la Convention de lutte contre la pauvreté. Opérationnellement, on vise donc 3000 personnes formées avec une première partie du projet qui va se déployer dès la rentrée 2021. Cette fin d'année 2021, on teste sous un format expérimental les médiations. On remercie d'ailleurs le COTEC, le comité technique, qui nous a permis de concevoir ce programme-là, qui est testé sur une première partie expérimentale. Et dès 2022, on déploie ce projet Aladdin pour atteindre les objectifs donc, de médiation et de formation numérique de base des publics les plus précaires. Alors, dernier mot. Si vous souhaitez rejoindre ce réseau Aladdin en tant que structure de médiation numérique ou parce que vous accueillez des publics qui pourraient être bénéficiaires de ces formations-là, c'est le moment de nous contacter à l'occasion du NUM et après. Merci beaucoup Anna. Toutes les infos sur le site bordeauxmétropole d'ailleurs.fr. Il y a une rubrique inclusion numérique et je crois vos coordonnées directement avec les infos sur le projet Aladdin. Merci beaucoup Anna. La métropole s'apprête à lancer un observatoire de l'inclusion numérique. Bonjour Antoine Bideguin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint au directeur général numérique et système d'information en charge du territoire digital et connecté à Bordeaux Métropole. Alors un observatoire, mais pourquoi, comment, quand ? Voilà beaucoup de questions.
L'Observatoire des inégalités numériques que nous voulons mettre en place, qu'on est en train de préfigurer à l'occasion de cet Aginum, il est un peu à l'image de Aginum dans son ensemble. C'est pour comprendre, c'est pour échanger et c'est pour agir après. Un observatoire, c'est d'abord essayer de mesurer toutes ces différentes facettes, ces différentes dimensions de ces inégalités numériques qui frappent aujourd'hui, qui touchent la population. Parce qu'en réalité, quand on parle d'inclusion, on parle de choses très différentes. On parle de la difficulté ou de l'impossibilité d'accéder à Internet pour des raisons financières, techniques. On parle aussi de l'accès aux droits, on en a beaucoup parlé, on va encore en parler. L'accès aux obligations aussi, qui nous sont faites aujourd'hui de passer par le dématérialisé, le numérique, pour notre vie administrative. Et l'accès aussi aux opportunités de la société de la connaissance qu'on a tant promise à tout le monde, une société plus fluide, où on peut acheter en ligne, augmenter peut-être son pouvoir d'achat en trouvant de meilleurs deals, entre guillemets, trouver des sources d'enrichissement culturel, le lien avec ses proches, avec d'autres personnes. Autant de promesses qu'on ne tiendra pas si on laisse durablement exclu 10, 20, 30% de la population en dehors du spectre. Quand je dis cela, ça veut dire que l'Observatoire va être du coup un outil de connaissance pour savoir qui sont ces personnes, quels sont les profils qui souffrent le plus de ces inégalités et où ils se trouvent aussi sur notre territoire. Parce que rien de tout cela ne mériterait une minute d'effort si ça n'était pas au final pour agir mieux, pour aller au contact de ces populations, pour aller les chercher, et pas seulement celles qu'on connaît déjà, celles qui viennent déjà dans nos centres d'animation, dans les dispositifs dont parlait Anna à l'instant, celles qui ne savent même pas que nous existons et qu'on va aller chercher sans stigmatiser, avec 1001 précautions et embarquer dans le bain du numérique. C'est très important, surtout au moment où on s'apprête à accueillir tous ces nouveaux conseillers numériques. Et enfin, un observatoire aussi peut-être, et c'est un peu plus spéculatif, ça a l'air un peu plus ambitieux et en réalité c'est totalement nécessaire pour anticiper, pour avoir sinon un temps, au moins un demi-temps d'avance sur les prochaines évolutions qui feront que demain on se découvrira qu'il fallait en fait être prêt pour faire telle opération et qu'on n'était pas du tout prêt. Par exemple, je pense à la prise de rendez-vous qui est devenue une quasi-nécessité médicale voire vitale pour certains et pour lesquels on n'avait pas vu le coup arriver. Un observatoire pour faire tout ça, c'est aujourd'hui une date importante parce qu'on en a encore parlé dans un atelier. On va le faire mûrir et on va en reparler très prochainement ici et aussi tout au long de l'année. Merci beaucoup Antoine. Nous allons d'ailleurs en parler demain dans les captures qui seront le temps de restitution de l'atelier observatoire qui s'est déroulé ce matin. Merci beaucoup Antoine. Merci à vous. L'entreprise du jour, c'est aussi une entreprise French Tech Bordeaux. Spoon, c'est un personnage interactif qui apparaît sur les écrans tactiles pour incarner et dynamiser un service public. Et pour mieux comprendre, nous partons à Lille pour voir comment la Poste Gambetta de Lille utilise un écran Spoon pour mieux servir ses usagers. On est dans un monde de l'image, un monde de l'interaction. Et donc, si on veut aussi vivre avec son temps, rentrer son établissement dans le temps, il nous fallait quelque chose d'interactif. Nous, ici, on accueille à l'ECP rue Gambetta, à la base, du public professionnel. On est ouvert également aux particuliers, mais notre cœur de cible, c'est vraiment le professionnel sur la gamme courrier-colis. Et justement, Spoony vient accompagner ce nouveau process au sein du groupe La Poste, que sont les espaces côté pro, plus novateurs, plus dynamiques. Tous ces nouveaux espaces qui sont en train de se développer partout en France. L'intérêt, c'est de voir très concrètement, entre un personnage interactif et une simple télévision, ce qui est le plus intéressant. Et à date, après seulement 2 semaines, on observe déjà 3 fois plus d'attractions sur la vitrine animée par le personnage que par celle occupée par une simple télévision. Et ce n'est que le début, d'autres évolutions vont apparaître dans les prochaines semaines pour donner encore plus d'interaction et plus d'intérêt à notre Spoony.
Dernière séquence de ces fenêtres Aginum, un petit clin d'œil avec la vidéo Utopie de Aginum 2020. Vraiment accessible à tous, quel que soit le territoire, en milieu urbain ou rural. Qui redonne vraiment du pouvoir d'agir aux citoyens et qui réduit les inégalités au lieu de les creuser. Cela signifie pour moi qu'il y a eu un énorme bond en avant, et notamment tout ce qui est administratif, avec j'imagine une uniformisation en fait de tous les services pour simplifier en fait l'accès aux droits des personnes. Et j'imagine tout le monde connecté et en fait tout le monde à égalité en fait par rapport à ça. Et donc forcément moins de différence entre les familles, moins de différence par rapport à l'accès aux droits. Enfin voilà, l'égalité des chances pour tous au niveau du numérique. Et moi, je serai une super grand-mère parce que j'aurai mon assistant virtuel à la maison et je serai en capacité de faire tout ce que j'ai envie en faisant juste clic, clic. Ouf, ça me paraît difficilement concevable. Mais ceci dit, ça voudra dire qu'on aura fait un bon bout de chemin, qu'on aura vraiment travaillé. Et il y aura sûrement du coup d'autres défis à relever. La médiation sociale, on dit souvent que ça a vocation à disparaître dès que le besoin disparaît. Donc si on n'a plus besoin de moi, vous me trouverez sur une plage avec une pina colada à la main et je saurai quoi faire, on fera autre chose, c'est tout. Cela signifie que la population s'est largement appropriée le numérique, que la culture numérique également est largement développée, au point que les internautes sont de plus en plus nombreux à se saisir des opportunités offertes par la Tech for Good, comme les Civic Tech, pour contribuer et modifier la société. L'impact également, c'est que les internautes se réapproprient leurs données personnelles et que les GAFAM n'ont donc plus pignon sur rue. Le numérique s'est effacé, c'est-à-dire qu'il est tellement intégré qu'on ne le voit plus, qu'on n'en parle plus en fait. Et la deuxième chose, c'est que si on a résorbé la fracture numérique, c'est qu'on a résorbé toutes les fractures, dont la fracture sociale, c'est-à-dire que, eh bien, il n'y a plus personne qui est au bord du chemin et on est effectivement dans une très grande utopie. Être résilient et être adaptable pour pouvoir la prochaine fois, la prochaine révolution qui ne sera pas numérique, pouvoir y répondre immédiatement. Des vacances des vacances, des grandes vacances. Non, ça signifie qu'on a réussi, je pense, à simplifier beaucoup de choses. On a réussi à automatiser aussi beaucoup de choses, notamment en matière d'accès aux droits. Il y aura toujours des technologies qui seront plus en avance sur l'appropriation du public et on aura toujours une question de fracture, même si ça ne porte pas sur les mêmes sujets. D'abord, ça signifie une très très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a une inégalité majeure qui a été résolue en un laps de temps très court en plus, en 10 ans. Donc bravo, super. En tout cas, on aura travaillé très très dur pendant les 10 années qui viennent de s'écouler entre 2020 et 2030 parce qu'il y avait beaucoup de monde à former encore il y a 10 ans. Pour ce faire, il faut d'ores et déjà agir aujourd'hui et c'est bien l'affaire de nous tous. Qu'on n'aura pas seulement couru après des fractures apparues pour les résorber. Ça veut dire que peut-être à la source, on aura su aussi inventer un nouvel Internet qui réponde plus directement à des besoins réels des gens, au lieu de leur imposer des procédures ou de créer des besoins, pour tout dire, parfois fictifs. Et donc on aura fait un travail très profond, presque de société, autour de ce que doit être cet outil et de sa fonction individuelle, privée, mais aussi sociale et sociétale. Donc ça veut dire qu'on aura fait une vraie transformation. Les fenêtres Aginum se referment ici pour aujourd'hui. Merci à vous tous d'avoir suivi cette émission. Merci à tous nos invités, à tous les acteurs du territoire et au-delà d'avoir participé. Vous pourrez retrouver toutes les vidéos dans l'onglet Replay et tous les compléments d'information dans l'onglet Ressources. Le prochain direct, c'est ce soir avec Géraldine Rabier à 19h, la passerelle Les intenables fractures numériques, les comprendre, les contenir, les abolir. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 12h45 pour ouvrir à nouveau les fenêtres Aginum et retrouver de nouvelles actualités de notre territoire. Merci et à demain. Thank you.